camarades, bonjour. C'est avec plaisir que la Fédération départementale des repensées des Bouches-du-Rhône accueille Serge Seban à cette conférence débat. Serge Seban a été professeur d'histoire de l'éducation nationale au lycée Jackson à Paris, auteur de nombreux articles dans des revues historiques et politiques. Parmi ses travaux, on peut citer 2 livres sur l'histoire de l'Indonésie. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le spécialiste du 19e siècle. Merci. C'est le spécialiste du 19e siècle, et plus particulièrement du mouvement ouvrier que nous allons entendre dans quelques instants. Merci de ta présence, Serge, à nos côtés aujourd'hui. Nous remercions également le centre d'animation et le maire de Marseille, en mettant à disposition de cette belle salle qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que l'adjoint à la culture, Christian Norstjonsson, de sa présence. Il est là-bas, merci Christian, on a eu l'occasion de discuter un instant. Avant d'aller plus en avant dans le déroulé de la matinée, j'ai 2 annonces à vous faire. D'abord, jeudi 29 juin, 18h30, nous accueillerons Jean-Marc Schiappa, historien, président de l'Institut de recherche d'études à libre pensée, auteur d'ouvrages historiques, à la Cité des Associations, au 93 de la Canebière à Marseille. Il viendra présenter son livre sur Gracchus Babeuf. Le premier dimanche de juillet se tiendra à la ferme Croze, sur la commune de Vitrolles, la fête fraternelle des libres penseurs, une journée dédiée aux échanges et empreinte du sceau de la convivialité, de la fraternité. Au menu, balade dans le parc, jeux d'enfants, jeux de boules pour les grands enfants également, que nous sommes. Et si le temps ne nous est pas clément, eh bien, on pourra toujours s'organiser à l'intérieur. Avant de terminer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la libre pensée, je souhaite vous la présenter rapidement en quelques mots et succinctement. La libre pensée est démocratique, je n'ai pas oublié. La libre pensée est démocratique, laïque et sociale, elle se réclame de la raison, et en cela, elle est indéfectiblement attachée à la laïcité, indissolublement liée à la défense du rationalisme et du matérialisme, et à la défense de la science. Elle a pour but la liberté de conscience absolue. Alors, pour vous dire encore en un mot, dans les officiels, nous attendons la venue du député Manuel Bompard de la LFI, de la circonscription, qui doit arriver dès qu'il le pourra. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire encore sur la libre pensée, mais il est temps de me taire, donner la parole à notre hôte Serge Seban, qui va nous présenter Clovis Hugues, poète, communard, député ouvrier, dont vous trouverez des exemplaires de son livre, juste ici, à la fin de cette belle matinée. Voilà. Je te donne le micro, peut-être si tu le souhaites, on peut l'attacher là, c'est comme ça te convient. Peut-être. Il marche ce micro. On y est arrivé, oui. Ça marche. Oui, c'est bon. Oui. Bien, bonjour à tous, et puis merci à la Libre Pensée et à Eric de me permettre d'évoquer la personnalité et surtout l'héritage de Clovis Hugues. Alors, Clovis Hugues, bon, c'est un personnage qui peut être un peu plus connu dans le Midi, mais moi je suis parisien, et j'avoue que je l'ai découvert il y a à peine 10 ans. Et je l'ai découvert à Marseille. Et c'est intéressant, je l'ai découvert à la faveur d'une promenade que j'ai effectuée au Château d'If avec mon petit-fils, où il y a la cellule de Clovis Hugues, à côté de celle de Gaston Crémieux, avec une petite explication. Et c'est mon petit-fils qui a dit « Tiens, regarde Clovis Hugues, il est là. » Effectivement, voilà. Alors, dans nos latitudes parisiennes, Clovis Hugues a tout de même des noms de rues, comme à Marseille. Il y a une rue Clovis Hugues dans le 19e arrondissement, parce qu'il a été député du 19e arrondissement. Il a été député à Marseille, et donc je vais un peu vous dresser un peu le tableau de cette personnalité, on peut dire hors norme, parce que non seulement elle a joué un rôle important au moment des communes révolutionnaires, qui sont déroulées à Marseille, comme dans 14 autres villes de province, et à Paris. On oublie souvent l'importance des communes de province qui ont préfiguré celles de Paris, qui ont précédé et qui ont donné la tonalité, en grande partie révolutionnaire,
de celle de Paris. Alors d'abord, Clovis Hugues, c'est bien sûr un enfant qui est né dans une commune du Luberon, Ménherbe, et qui va évoluer dans une famille, on peut dire, mixte. Le père, c'est un 48ard, il a vécu la Révolution de 48, donc c'est quelqu'un qui est profondément républicain dans sa chair, il est totalement engagé. Sa mère est plutôt croyante, mais disons très tolérante, et surtout c'est une qualité pour le coup, puisque ça lui a permis à Clovis Hugues d'aller au petit séminaire. Et au petit séminaire, il a eu sa formation classique, qui lui a été très utile pour la suite, même si il a rencontré une certaine hostilité dès lors qu'il évoquait des thèmes républicains, et surtout lorsqu'il essayait de convaincre ses camarades d'aller manifester en soutien à Garibaldi. Parce que c'est une des caractéristiques du Midi, c'est que la jeunesse des années 1870-70 était totalement engagée, enfin totalement, en tout cas quand elle se mobilisait, elle évoquait le personnage de Garibaldi comme une représentation de ce qu'il faut être, hein, du héros, du mentor, hein, celui qui combat contre l'oppression en Italie, pour l'unité italienne, contre la papauté. Hein. Et donc, les manifestations qui se déroulaient, notamment autour de Carpentras, Aix et Marseille, elles étaient massives, et ça entraînait des jeunes en nombre. Clovis Hugues était à leur tête. Donc, lorsqu'il essayait de convaincre ses camarades de chambre, eh bien, il y a eu bien sûr tout de suite sur le dos les jésuites, qui pouvaient tolérer un certain nombre de choses, mais il ne faut pas exagérer, il y a des limites à tout. Et donc, on lui a fait comprendre que vraiment, il fallait qu'il quitte le petit séminaire, ce qu'il a fait, et il a cherché à vivre, disons, de son travail, de petits boulots, etc. Et puis, il entre dans un journal républicain, par la petite porte, il est commis au début, et très vite, Gustave Naquet, qui est le directeur, qui est un républicain connu, qui est en même temps le chef de campagne de Gambetta, donc il a, on peut dire, de l'entre-gens, hein, très important, et il remarque sa plume, il remarque son talent, et il lui donne une rubrique dans le journal. Et donc il écrit. Et puis arrivent des événements politiques. Ils vont s'accélérer alors qu'il n'a que 19 ans. Je dirais 19 ans, il peut se passer plein de choses, mais on a du mal à imaginer qu'à 19 ans, tout de suite, ce Clovis Hugues est plongé dans des événements colossaux, et notamment, le premier événement, c'est la défaite militaire de la France dans la guerre franco-allemande. Donc très vite, ce fait politique va avoir des effets sur le régime lui-même. Le régime se disloque, s'effondre, et ça donne naissance à des communes, les premières communes de Marseille, qui commencent à s'exprimer, on peut dire, dès 1970, dès le début de l'année 70, vont avoir des effets sur cette personnalité. On le charge, et c'est Gaston Crémieux qui en est, on peut dire, le responsable. Gaston Crémieux le charge de former une sorte de petite milice, donc qu'ils appellent Légion, Jeune Légion Urbaine. La seule chose qu'on demande à cette Jeune Légion Urbaine, c'est de regrouper des jeunes de moins de 20 ans. Donc il en est le chef, 400 jeunes, dont le but, le boulot, on peut dire, c'est de protéger la mairie de l'armée impériale. Elle existe encore, elle n'est pas encore tombée. Elle tombe définitivement, cette armée impériale, le 2 septembre, à l'occasion de la défaite de Sedan, et puis le 4, avec la proclamation de la République à Paris. Donc, deuxième, on peut dire, commune, Clovis Hugues est toujours là, pour couvrir les événements, et pour, bien sûr, faire des articles, et gérer, on peut dire, cette Jeune Légion urbaine. Changement donc de régime, se met en place le gouvernement de la Défense nationale, avec, on peut dire, un choc, puisque le ministre de l'Intérieur n'est rien d'autre que Gambetta. Et là, Gambetta, il devient l'homme de l'ordre.
il était le républicain qui appelait à l'insurrection, à ce moment-là. Il est l'homme de l'ordre parce que sa priorité à Gambetta, c'est d'essayer d'obtenir la signature d'un accord de paix avec les Autrichiens, puisque, pour les Autrichiens, pardon, les Prussiens, puisque, disons, l'armée allemande est aux portes de Paris, et c'est le siège. Donc. Et donc, pour cela, il faut qu'il n'y ait aucun désordre. Et c'est Gambetta qui envoie l'armée reprendre la place avec une violence réelle. Crémieux écope de 6 mois de prison, ainsi que Naquet, vraiment toute l'équipe de la Ligue du Midi est disons, réprimée. Bon, de façon pas extraordinaire, hein, c'est mesuré. Mais quand même, ils sont en prison. Et lorsqu'éclate la Commune de Paris, quelques mois après, donc je ne vais pas bien sûr faire la chronologie, c'est l'occasion de libérer tout le monde, et c'est une manifestation marseillaise qui libère Crémieux, Gustave Naquet et tous les républicains qui avaient été, disons, mis au trou dans cette situation. Et là, Clovis est aux premières loges, il commente, il écrit des articles, il s'exprime. Bon, les communes, on peut dire, sont, disons, défaites. Hein. Bon, celle de Marseille a tenu quand même 14 jours, celle de Paris un peu plus longtemps, mais in fine, le pouvoir politique qui s'est renforcé sur le plan, on peut dire, idéologique, hein, puisque ce sont des monarchistes qui sont au pouvoir, qui mettent en place, sous la direction de Thiers, un régime d'autorité, eh bien, emprisonnent et mettent les communards, les survivants, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de morts, en prison. Clovis Hugues écope de 4 ans de prison, fait de 3 ans et demi, et Crémieux est exécuté au Pharaon. Donc voilà un peu le climat. Voilà comment Clovis Hugues s'est, on peut dire, formé, a été plongé dans cette vie politique, mais on ne peut pas imaginer hein, de l'extérieur ce que ça peut être, d'être directement dans cette ambiance et d'écoper et de devoir subir les années de prison. En plus, on le gratifie d'une année supplémentaire, tout simplement parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer l'amende qui était assortie à sa condamnation. Donc c'est une des caractéristiques de cette condamnation. En prison, il va bien sûr pas attendre tranquillement que les choses se passent, il va écrire. Il va se découvrir une âme de poète, d'écrivain, il va produire et écrire bien sûr de façon permanente, hein, c'est-à-dire aussi façon de tenir. Hein. Les prisons de cette époque, même si aujourd'hui, ne sont pas très reluisantes. D'ailleurs, il va écoper d'un asthme chronique qui va le suivre jusqu'à la fin et qui va évoluer de façon dramatique. Et lorsqu'en 1975, il est libéré, eh bien, il reprend, on peut dire, sa vie professionnelle de journaliste. Il suit bien sûr très attentivement ce qui se passe à gauche, et à gauche, il se passe des événements. D'abord, il y a un changement de régime, un peu, puisqu'en 1975, enfin, il y a une constitution. Cette constitution de la Troisième République, bon, alors, je développe un peu dans le livre, mais là, je n'ai pas trop le temps de développer, qui a été obtenue à une voix près, et qui bouleverse la donne. On n'est plus dans un régime qui est monarchiste, presque pas républicain, on est dans une république démocratique qui se donne des institutions démocratiques, celle de la Troisième République, et c'est dans ce cadre-là que les élections se préparent. Et les socialistes ont aussi réglé un problème qu'ils avaient entre eux, c'est faut-il se présenter aux élections? Aujourd'hui, ça ne pose pas de problème, hein, mais vous imaginez qu'à l'époque, beaucoup étaient opposés à se présenter parce que c'est une sorte d'intégration dans la société capitaliste où il n'y avait rien à gagner à être député ou à chercher des voix. Bon, le discours a changé. Au moins, que ces élections servent de tribune pour développer des idées. Et puis, s'il y a des députés, ben,
why not, hein, c'est peut-être toujours bon à prendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui a fait que Clovis Hugues a été élu député à Marseille en 1881. Et là, c'est un moment important parce que c'est dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste, c'est le premier. Il est le premier député élu. Alors, bon, tout le monde ne dit pas exactement la même chose dans l'histoire, parce que, par exemple, les blanquistes considèrent que, bon, il y avait des députés blanquistes qui étaient élus. Mais est-ce que les blanquistes sont réellement socialistes ou républicains? Il y a un débat là-dessus, hein, donc je ne vais pas le trancher bien sûr ici. En tout cas, c'est issu du mouvement ouvrier et du Parti ouvrier qui était en formation, Parti ouvrier qui va devenir le Parti ouvrier de France, le POF, à la direction de laquelle a été porté Jules Guesde et Paul Lafargue, qui est le gendre de Karl Marx. Il est le député qui représente ça. Et quand il arrive à l'Assemblée nationale, il s'annonce comme le député ouvrier Clovis Hugues. Alors là, le président s'étrangle. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes quoi, le député ouvrier? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien sûr, il ne dit pas le truc, hein, c'est fait autrement. Et il dit, ben quoi, je suis élu, et je suis membre du Parti ouvrier, et donc je suis député ouvrier. Et j'entends avoir ce statut dans cette assemblée, et il défend cette... Il est seul, tout seul, face à tous les réactionnaires ou les députés modérés, républicains. Bon, les seuls qui sont bienveillants à son égard, ce sont les radicaux, avec Clémenceau. Clémenceau l'aime bien. Et puis à ce moment-là, Clémenceau a une attitude plutôt radicale, plutôt hostile aux républicains modérés. Donc ça lui correspond bien. Et voilà, donc il est engagé dans cette bataille parlementaire. Il va utiliser la place pour déposer toute une série de projets de loi sur la pauvreté. Par exemple, il faut savoir qu'à l'époque, les municipalités n'avaient pas le droit de faire des collectes de fonds pour les pauvres. Bon, ben, il va pondre une loi qui permettra aux communes de prévoir un créneau financier pour les pauvres, parce qu'on voulait laisser ça aux organisations caritatives. Hein. L'Église s'occupe des pauvres, la République ne va pas s'occuper des pauvres. Hein. Donc voilà. Et il inverse un peu la donne. Deuxième chose qu'il fait, comme initiative hein, qu'il porte, c'est la reconnaissance du mariage civil contre l'obligation du mariage religieux. Même chose pour le baptême civil. Hein, tous les actes de laïcisation, il va les porter. On y avait déjà eu, en 81, ça correspond au vote des lois scolaires de Ferry, mais il veut aller au-delà, hein, dans un processus de laïcisation de l'État. Bon, nous n'étions pas encore hein, dans la séparation de l'Église et de l'État, hein, il faut bien comprendre, hein, c'est une période intermédiaire. Il va aussi jouer, on peut dire, le rôle de syndicat. Par exemple, quand la grève de Decazeville éclate, une grève, c'est la grève la plus longue de l'histoire de France, 5 mois, eh bien, il va organiser, avec Louise Michel, puis d'autres députés qui vont venir par la suite. Alors, il y a 2 députés qui vont être relativement connus, peut-être plus connus que Clovis Hugues, c'est Camélinard et Basly. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ont été rendus célèbres par la fameuse chanson du métage du Métropolitain. Ah, c'est ça. Je vous la chanterai plus tard. Et donc, disons, cette communion d'esprit avec les nouveaux députés s'orientent sur des thèmes communs et font avancer petit à petit la législation et progresser le droit des femmes aussi à être protégées contre la violence faite aux femmes. Donc toute une série de thèmes extrêmement contemporains et qui ont été portés. Decazeville, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place une souscription très importante, nationale. Tous les ouvriers vont verser une partie de leur salaire, pas que les ouvriers, hein, tous les intellectuels, tous ceux qui veulent soutenir la grève de Decazeville, parce qu'il n'y a pas encore de CGT à l'époque. La CGT ne sera construite qu'en 1895. Il y a des syndicats, des petits syndicats qui sont constitués, des chambres syndicales, même les unions départementales n'existaient pas encore. Donc voilà, dans cette construction, on peut dire il va faire le boulot du syndicat et il va vendre ses poèmes pour récolter des sous.
Donc il va récolter suffisamment d'argent pour aider quand même financièrement les grévistes dans une grève qui était très difficile, parce que plein milieu de la grève, les grévistes ont défenestré le directeur. Ça a été dur, pour le directeur bien sûr, mais aussi pour l'ambiance, hein. Il y a l'armée et tout, donc grève très dure, qui au bout du compte s'est relativement bien terminée, vu la nature de ce moment. Donc il a occupé toute sa place dans ce processus. Et puis bon, il a été réélu bien sûr, et puis il s'est engagé dans d'autres batailles, j'ai pas trop le temps de développer. À un moment, il décide de se présenter à Paris. Il quitte, déjà il s'était installé à Paris, ne serait-ce que pour siéger à la Chambre, mais Paris lui semble un endroit, disons, intéressant sur les deux points, le point politique bien sûr, mais aussi sur le plan littéraire. Hein. Il a continué à produire toute une série de choses, il a des idées sur plein de questions sur le plan littéraire, et comme provençal du Midi, il pense que Paris peut être puis pas seulement. Hein, donc, il a été mis en difficulté, et je vais rappeler ça ultérieurement si ça vous intéresse, au moment de l'affaire Boulanger, hein, puisque un certain nombre de socialistes, dont lui, les anarchistes, avaient soutenu pendant un temps le général Boulanger dans sa quête, on peut dire, de tentative de coup d'État, plus verbale qu'autre chose d'ailleurs, et Clovis-Hugues, disons, s'était un peu laissé séduit par le personnage. Bon, mais là, j'ai pas trop le temps de le développer, mais si ça vous intéresse, bien sûr, je le ferai. Il arrive à Paris, et là, à Paris, bon, il a tout le panel de ce qui l'intéresse, hein, l'aspect littéraire, sa production, l'aspect, on peut dire, de son combat libre-penseur. Hein. Il était déjà adhérent de la libre-pensée et franc-maçon du Grand Orient. Et il va mener toute une série de batailles, en particulier pour, par exemple, baptiser la rue du Chevalier de la Barre. Bon, il sera un des acteurs, puisque comme député de Paris, il donnera bien sûr son accord et militera pour que la rue, qui était la rue des Rosiers, qui arrive en haut du Sacré-Cœur, soit débaptisée et devienne la rue du Chevalier de la Barre. Donc voilà, toute série d'actes précis qui, disons, qui ont fait qu'il a joué le jeu, au début tout seul, et puis progressivement, avec d'autres. D'ailleurs, il avait dit à ses détracteurs conservateurs et monarchistes, qui disaient « Ouais, mais tu es tout seul, vous êtes tout seul ». Il dit « Oui, mais nous ferons des petits ». Et effectivement, le nombre de députés de gauche, socialistes, était important. Il va aussi, on peut dire, se situer dans ce panel de militants, parmi ceux qui vont trouver intéressant tout le travail de Karl Marx, bien sûr sur le plan économique, mais aussi sur le plan de l'international. Par exemple, il dira, et ça c'est une formule, je pense qui est intéressante, surtout par les temps qui courent, que l'international, c'est l'invention la plus importante du siècle. Alors, du siècle, c'était le 19e à cette époque-là. Hein. Donc c'était bien sûr, là, il y a la première internationale, et puis la deuxième internationale. Et donc le caractère internationaliste, c'est quelque chose de très important pour lui. Par exemple, il va défendre un Russe, Lavrov, pour qu'il y ait, disons, il demandera qu'il y ait un statut qui permette aux étrangers de vivre normalement, et il explique que dans la commune, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas de Français. Ceux qui combattaient dans la commune avaient tous le même droit, et voilà, ils étaient reconnus, ils étaient légitimes là où ils étaient, et donc il va mener ces batailles pour le droit des étrangers, pour qu'on n'embête pas les gens qui n'ont pas le statut français, et c'est dire ça va marquer, on peut dire, sa bataille, et la façon dont la réflexion va être celle des socialistes de l'époque, hein, parce que tout le monde n'est pas, disons, tous orientés de façon extrêmement rigoureuse sur cette question. Certains considéraient qu'effectivement l'aspect français devait
jouer un rôle plus important que l'aspect étranger. Mais bon, c'était un débat. En tout cas, le débat était lancé et il y avait ce caractère. À Paris, il va donc être l'un des acteurs du combat pour dans l'affaire Dreyfus. Au début, l'affaire Dreyfus, c'est un peu particulier chez les socialistes. Au début, on est dubitatif. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est quand même un capitaine de l'état-major, c'est pas Dreyfus. Donc, est-ce qu'on va se mêler, disait Jaurès, est-ce qu'on va se mêler d'affaires internes à l'armée? C'est-à-dire un peu. Et puis, progressivement, le point de vue change, évolue. Surtout lorsque Dreyfus, lorsque, du moins Zola, publie son J'accuse. Et là, ça révèle l'affaire d'État et puis le caractère insupportable que joue l'armée dans cette bataille. Et donc il va s'engager totalement pour la révision, il va se mobiliser, tenir des meetings partout, enfin, là où il passe, sur cette question. D'ailleurs, ça lui vaudra d'être réélu à Paris, hein, sans conteste, hein, et sans difficulté dans le 19e arrondissement. Il va continuer donc son travail de libre penseur, de littérateur, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle sur une plaque à Paris, littérateur et homme politique, c'est un peu léger quand même comme définition de la rue, parce qu'à Paris il y a une rue Clovis qui fait, je sais pas, peut-être 50 mètres, mais bon, et puis la seule plaque c'est littérateur et homme politique. Voilà. Donc il va continuer son travail, mais il va être, on peut dire, rattrapé par la maladie dans une année qui va être quand même terrible pour tout le monde, l'année 1905. Pour bien comprendre que Clovis, c'est un tribun, c'est quelqu'un qui parle sans difficulté et qui est diatribe avec l'opposition, soit les républicains opportunistes, soit la réaction tout court, sont très fortes. C'est un effet extrêmement important, un effet qui a impressionné Victor Hugo. Pour Victor Hugo, Clovis-Hugues, c'est son tribun préféré. Hein, il le chérit, il le valide dans tout ce qu'il écrit, dans le journal qu'il a créé. Il y a toujours la plume de Victor Hugo, c'est son modèle sur le plan littéraire et puis sur le plan de ce qu'il représente. D'ailleurs, il sera l'un des rares à avoir accompagné le cercueil de Victor Hugo. Vous savez, il y a cette image qui est souvent reproduite, cette photo où on voit le cercueil avec 10 personnes qui tiennent le cordon du poil du cercueil. Le poil, c'est en fait la toile qui recouvre le cercueil. Ils sont 10. Alors derrière, il y a peut-être 2 millions de personnes. Il y a du monde dans le défilé de Victor Hugo. Mais il est un des 10, donc il est vraiment reconnu comme l'un des très proches du grand homme. Donc voilà comment, disons, il aborde cette question de 1905. Et bon, il fait quand même le job, malgré sa maladie qui le rattrape, malgré le fait qu'il ne peut plus être le tribun qu'il a été dans la bataille pour les lois de séparation des Églises et de l'État. Hein, il est là, il vote, il intervient très peu, peut-être en coulisses, mais en tout cas, rien n'apparaît officiellement dans les documents. Mais il est là et il est très fier, on peut dire, de faire que c'est un aboutissement pour lui, de la bataille de laïcisation de l'État, en tout cas au moins de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc il arrive en 1906, les élections sont programmées, et il décide de ne pas se présenter parce que la maladie le terrasse, on peut dire, puisque l'année suivante, il meurt. Et d'abord, bien sûr, il se réfugie, on peut dire, pour soigner son asthme à Embrun, et il décède donc quelques temps après, plus précisément, donc le 11 juin, à Embrun. C'est pour ça que le 11 juin, il y aura la cérémonie. Ouais. Donc voilà le personnage. Bon, bien sûr, la présentation a ses limites, mais elle peut être étoffée de toutes les questions que vous pouvez poser, et aussi par la lecture du livre que j'ai consacré à celui-ci. Merci.
Eh bien, d'abord merci pour cette présentation, à la fois synthétique et complète. Bravo pour l'exercice. J'aurais souhaité aussi vous dire que quand on entend, nous, à la Libre Pensée, des historiens qui se penchent sur ces parties de l'histoire qui ont permis l'émancipation, cette capacité qui ont libéré les consciences à donner à chacun et à chacune la mesure de ce qu'il est important d'apprendre, ce développement pour le mouvement ouvrier. Voilà, tout ça, on y est très sensible. Merci encore. La parole est à la salle. Est-ce que vous auriez des questions particulières? Alors je me déplace parce qu'il me semble que... Mais je crains qu'on ne t'entende pas. Je crois qu'on ne va pas m'entendre, moi je crois qu'on va m'entendre. Non mais dans la caméra. Ah d'accord, ça c'est pas grave. Oui, tu as dit à un moment donné que tu avais découvert vraiment Clovis Hugues il y a une dizaine d'années. Bon, et c'est vrai que tout à l'heure on discutait, et on est nombreux dans ce cas-là à l'avoir découvert récemment. Bon, moi je ne suis pas de la première jeunesse, donc c'est vrai que Clovis Hugues, pour moi, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert aussi, ça fait à peu près ça, quand il fait cette marche. C'était l'année dernière. Avant il y avait autre chose. À la belle de nuit, oui. Voilà. Et là, quand on t'écoute, c'est vrai que tu as donné beaucoup d'éléments sur ce qu'il a fait avant d'être député, son engagement dans la commune. Ça, c'est davantage connu. À Marseille, en tout cas, c'est connu. Mais son travail de député, tout ce qu'il a apporté, je me demande comment c'est possible qu'en fait, il soit tombé un peu dans l'oubli pendant très longtemps. Et que c'est vrai que maintenant, il y a un renouveau d'intérêt sur ce qu'a fait Clovis Hugues, ce qu'il a apporté et ce qu'a été son combat. Est-ce que tu pourrais éclairer un peu Oui, quand on se lance dans des recherches pour Clovis Hugues, en fait, on ne rencontre que deux biographies. Bon, l'une qui n'est pas vraiment une biographie, qui est une sorte d'extrait de ses poèmes qu'il a publiés à Embrun. Et puis une autre, et c'est un aspect qui m'a touché, c'est celle qu'a fait Jean-Claude Izzo. Tout le monde connaît Izzo ici. Izzo, c'est son premier bouquin. Il a à peine 20 ans, en 75, et il écrit une biographie de Clovis Hugues. Et quand on essaie de comprendre pourquoi il a écrit cette biographie, en fait, il se reconnaît un peu. Peut-être que moi aussi je me reconnais. Mais il est d'abord, c'est un homme de gauche, Jean-Claude Izzo, il est engagé, et il a ce personnage qui apparaît, et, voilà. Et puis, chose incroyable quand même, c'est une biographie qu'il a publiée en 75, elle n'a jamais été rééditée. Et moi, ma première démarche, quand j'ai eu cette idée d'écrire sur Clovis Hugues, c'était de rééditer sa biographie. Ça me semblait, bon, puisque c'est écrit, ça me semblait bien, peut-être insuffisante sur le plan historique. Il y a des aspects qui manquent sur l'explication du contexte, parce que c'est quand même une période très compliquée. Si on ne décortique pas la guerre, si on, tout ça, des fois on ne comprend pas. Mais, pour le coup, bon, pourquoi pas rééditer? Et je propose à mon éditeur, Le Temps des Cerises, ça ne s'invente pas, de le rééditer. Ils me disent, banco, ok, on réédite, mais il faut l'accord de la famille. Parce qu'il est mort, il est décédé en 2000, Izzo, il faut l'accord de la famille. Alors là, bon, je me mets en quête de la famille, je réussis, après des méandres pas possibles, à retrouver les coordonnées de son épouse, de sa veuve. Hein. Et alors là, elle me dit, pas question. Bon, pas question. Alors, je dis, comment ça, vous voulez pas qu'on réédite les ouvrages de votre mari? Non. Bon, alors je sais pas, il y a peut-être eu des difficultés, je sais pas, je n'ai pas voulu non plus, c'est délicat. Hein. Voilà. Dans une expression, mais non, c'était un refus. Mais, alors, voilà, donc il n'y a pas eu de réédition. Il y a eu ce livre, très difficile à trouver, hein, sur Amazon, il était à 145 €. Hein, donc, bon, je suis passé par d'autres biais, j'ai réussi à ne pas payer 145 €, mais c'était... voilà, donc, oui, il y a effectivement quelque chose. Oui.
une petite précision, la femme que vous avez rencontrée, c'est la deuxième femme d'Antoine Guizot. Ah, on ne l'a pas dit. D'ailleurs, deuxième épouse, celle qui était présente au moment de son décès. Et Jean-Claude Guizot a eu une autre épouse avant, avec laquelle il a eu un fils qui s'appelle Sébastien Izot. Ah, et donc il y a eu un grand souci sur le plan de l'héritage à la fois matériel et non matériel des d'accord. Voilà pourquoi vous avez reçu. Ah bah écoutez, voilà. Merci d'éclairer. Voilà. Donc, je me suis lancé là dans la recherche à partir de ça. Là, en plus, ça tombait relativement bien, puisque c'était le deuxième confinement, donc ça permettait de me concentrer là-dessus. J'ai mis de côté mes travaux en cours, et voilà, j'ai pu faire ça. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il y a des aspects sur lesquels des reproches avaient pu être formulés contre le Vicieux. Premier reproche, je l'ai annoncé un peu rapidement, mais c'est sûr, on peut dire sa dérive boulangiste. Bon, alors, il faut savoir ce que c'est que l'affaire Boulanger. Hein, c'est assez complexe, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, sinon on ne comprend pas trop comment les choses sont passées. Boulanger, c'est un général, et il a été nommé au ministère de la Guerre, dans un gouvernement républicain. Il est profondément républicain, et il va s'engager dans une bataille assez importante en tant que ministre de la Guerre pour interdire à la noblesse d'occuper des postes de commandement dans l'armée. Chose qui s'est révélée très utile par la suite avec l'affaire Dreyfus. Hein. Donc il va faire une circulaire interdisant à la noblesse, à ceux qui sont titrés nobles, d'être généraux, colonels, etc. Et ça, le Vicieux, voilà, il est content, parce qu'il a fait la guerre contre Gambetta, quand Gambetta a nommé Gallifet au ministère de la Guerre. Il faut le faire quand même. Là, il faut rappeler que Gambetta, il a fait ça, nommé Gallifet le bourreau des communards au ministère de la Guerre. Donc pour lui, c'était c'était bien. Donc il a été invité à participer à une sorte de conférence, conférence bancaire, c'est toujours comme ça à l'époque, dans un endroit qui s'appelle le Café Riche. Je ne sais pas s'il existe encore ce Café Riche, mais bon. Et il y va, alors là, catastrophe. Catastrophe parce que, bon, d'abord, il est séduit par le personnage. Il avait un côté très séducteur, très romantique aussi, hein, ce général Boulanger. Mais c'est la catastrophe parce que la presse s'en empare. Et ils le taillent un short, alors, gravissime, avec des poèmes contre lui. Hein, du genre Clovis, quel vent t'a poussé, le vent c'est une chanson, là, le vent qui pense à je sais pas quoi, t'as fait tomber, le vent des boulangers t'a fait tomber. Donc, et il y a une chanson qui est sortie terrible, parce qu'il ne se sentait pas boulangiste, mais intéressé quand même par la personnalité. Comme d'ailleurs beaucoup, hein, Jules Guesde a dit le phénomène boulanger est un phénomène intéressant, parce que c'est populaire, et c'est vrai qu'il y avait un côté populaire, on dirait aujourd'hui populiste, hein. Mais à l'époque, on ne connaissait pas trop, il y avait un discours anticapitaliste, pour un général, bon, il faut oser, et puis il se situait vraiment à gauche, il le disait, je suis à gauche. Clémenceau, on avait fait quasiment son petit déjeuner, son 4 heures. Bon, voilà. Donc, il évoluait dans ces milieux. Donc, voilà. Lafargue, le gendre de Karl Marx, avait lui aussi dit, oui, il faut suivre ce phénomène. Il y a peut-être quelque chose à tirer du boulangisme. Bon. Et le seul qui a été, on peut dire, très clair sur le boulangisme, et sur le caractère populiste de la tentative Boulanger, c'est Engels. Curieusement, le vieux Engels, hein, il n'était pas le plus jeune, et qui envoie un courrier à Lafargue par l'intermédiaire de sa femme, qui est Laura Marx, disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous émerveillez pour un boulanger, vous allez avoir un troisième Bonaparte, vous en aviez déjà eu 2, vous en ferez un troisième. Donc voilà, donc il met l'accent sur en fait ce que cherchait, peut-être malgré lui, Boulanger, parce que Boulanger, très vite,
dès qu'il a ressenti l'hostilité des Républicains, de son camp, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer un accord avec la Ligue des Patriotes, c'est-à-dire la réaction, les Républicains, c'est les Républicains, la Ligue des Patriotes des Roulèdes, et il va chercher un accord avec les bonapartistes. Des accords secrets. Hein. Bien sûr, on apprend ça par la suite. Et à partir du moment où ça s'apprend, bien sûr, Clovis-Hugues retire ses billes et dit non, ok, non, je ne marche pas. Bon, mais c'est trop tard. Il s'est fâché avec tout le monde, et en particulier avec tous ses camarades marseillais. Donc, disons, la période marseillaise est terminée. Il sent qu'il ne peut pas se présenter à Marseille. Il ne se représente pas à Marseille. Il fait une tentative à Lyon, mais il n'est pas du tout connu à Lyon. Il se fait éliminer. Et c'est pour ça qu'il vient à Paris. Il vient à Paris avec cette gamelle, quoi, cette situation. Mais à Paris, ça va être complètement abandonné, parce qu'à Paris, il est apprécié. Il participe, par exemple, régulièrement, bien sûr, au banquet socialiste, et on le sollicite pour ses poèmes, pour donner un point de vue sur ce qui se passe. Et pour, y compris, par exemple, si j'ai un peu de temps, je me dis, hein, si je... D'accord. Il va faire une proposition à Paris, elle est fabuleuse. Il y a une discussion, c'est le banquet républicain, le banquet socialiste de Samandé, de 96, et on apprend à ce banquet que le pape envisage de venir à Paris. Vous savez que le pape va venir aussi à Marseille. et là, discussion intense. Là, c'est pas possible. Pourquoi il vient à Paris? Il vient à Paris officiellement pour fêter le 150e anniversaire du baptême de Clovis. Clovis, le roi des Francs, qui a fondé la nation française chrétienne, fille aînée de l'Église. Hein, c'est le principe fondateur. Mais pour les républicains, pour les socialistes, il y a autre chose. Il n'y a pas que l'aspect commémoratif. Parce que le pape en question, c'est Léon XIII. Et Léon XIII, c'est le pape qui a, disons, tourné une page politique, hein, alors que les précédents étaient sur un terrain de croisade contre les républicains, croisade contre les libéraux, voilà, l'école laïque, c'est l'école du diable, voilà. C'était la caricature, mais qui fait d'ailleurs que tous les chrétiens croyants qui envoyaient leurs enfants à l'école ont dit bah non, ils exagèrent, c'est quand même une école qui apprend, qui est en plus laïque obligatoire, et voilà. Et donc Léon XIII pense qu'il faut tourner. Et il tourne, il fait ce qu'on appelle le ralliement. Il se rallie au régime républicain. Et il donne l'ordre aux chrétiens de créer des partis politiques chrétiens, catholiques, pour se présenter aux élections, donc pour être actifs dans les... Voilà. Et donc, c'est un homme dangereux pour les laïcs. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire, hein? S'il vient à Paris, c'est pour essayer de faire quelque chose. Or, il y a quelque chose qui est en suspens, qui n'est pas encore réglé à Paris, du point de vue de l'école laïque, c'est les lycées de jeunes filles. Les autres lycées, l'école publique, premier degré, primaire, c'est réglé, il y a des écoles partout, hein, ça a été réglé, mais les lycées de jeunes filles, il n'y a pas encore les décrets d'application. Il faut le faire depuis 1982, où la loi est parue, en 10 ans, les décrets d'application sont passés. Parce qu'il y a une pression de l'évêché, et pour les laïcs réunis à Saint-Mandé, le danger est là. C'est que si l'arrivée du pape crée une pression pour permettre à l'évêché de bloquer la création des lycées de jeunes filles, alors là, c'est une catastrophe. On peut l'imaginer. Donc, Clovis-Hugues donne son avis. Il dit oui, il faut faire quelque chose. On peut pas se mobiliser, mais en même temps, il ne faut pas faire quelque chose dans le style des manifestations laïcardes, très violentes, etc. On va faire quelque chose de festif. Je vous propose de faire un truc dans toutes les villes de France, où c'est possible, où il y a la libre pensée, qui sera l'élément moteur, ou organisateur de ce truc. Et bien on va faire une déambulation. Une déambulation
avec des émissions festives, on chante, on danse, voilà, on chante des chants révolutionnaires, des chants de la commune, on chante, voilà, etc. Et on termine la déambulation en brûlant les étais noirs, l'autodafé des étais noirs. L'été noir, c'est ce petit cône qui permettait d'éteindre les bougies, les flammes qui éclairaient les villes. Et c'est le symbole de l'obscurantisme religieux. Donc, une procession, les étés noirs, donc tout est retourné dans le sens contraire. Et voilà, on propose d'organiser ça. Et alors, bien sûr, les convives ont dit, ben, donc on va appeler cette démarche le blasphème de Clovis. Donc, eh bien, ça a marché dans toutes les villes importantes, à Carpentras, à Gardanne, à Marseille, partout. Hein, il y a eu ces marches, cette déambulation, et qui se terminait en fête, etc. Voilà. Et pour le coup, le gouvernement Méline, qui se tâtait, qui se demandait s'il allait accepter la venue du pape, eh ben, il s'est plus tâté, il a refusé la venue du pape. Et voilà. Donc le Clovis-Hugues a empêché, quelque part, non seulement de faire venir le pape, mais surtout, il a sauvé les difficultés qui auraient pu naître de son arrivée sur la question des lycées de jeunes filles. Parce qu'il était très engagé sur la question féminine et du droit des femmes. Et bon, il a fait plein de poèmes sur cette question, les violences faites aux femmes, il est intervenu personnellement dans des procès, etc. Donc c'est, voilà la personnalité de Clovis-Hugues qui fait qu'à Paris, il était connu, mais pour autant, ça c'est la même chose qu'à Marseille, ça s'est arrêté très vite. Bon, il a une statue parce que sa femme était sculptrice et qu'elle a fait elle lui a donné 2 enfants et 5 statues. Mais ça s'est pas fait, disons, c'est assez vite retombé quand il est décédé, sauf pour quelques républicains qu'il avait connus personnellement et qu'il avait apprécié. Voilà. Merci. Oui, oui. Oh, je vais y arriver aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé de propositions de loi concernant le mariage civil et le baptême civil. Est-ce que ces lois donc finalement ont été votées ou est-ce qu'il a fallu attendre la loi de 1905 pour que ça devienne effectif? Non, non. Disons qu'il y a une commission qui a travaillé et qui a admis la reconnaissance. C'est-à-dire que, bon, maintenant, c'est pas la reconnaissance, c'est, on peut dire, l'acte juridique à partir de 1905, c'est le mariage civil. C'est ça qui est l'acte juridique. Mais quand il n'y avait qu'un mariage religieux, c'était plus reconnu. D'accord? On inversait les choses. Mais avant, il fallait faire une démarche, parce qu'il n'y a que le mariage civil, pour qu'il soit reconnu. Et l'intervention de Clovis-Hugues a permis, je crois que c'était en 87, a permis de valider cette reconnaissance. C'est-à-dire que le couple demandait la reconnaissance, il n'avait pas voulu passer devant le curé, la reconnaissance de leur mariage civil. C'était inversé. Mais après 1905, c'est l'inverse. Voilà, c'est que le mariage religieux ne donne plus aucun droit civil, si je peux dire. Oui. Oui, un petit, comment dire, tu as parlé de la fête des étés noirs, là, et alors il y a une espèce de télescopage chronologique, anachronique, là, à savoir qu'à Aix, il y a une rue qui s'appelle Clovis-Hugues, et que dans la même rue, il y a un lycée professionnel privé. Alex. Donc, il y a des hasards bizarres dans l'histoire. Voilà. Oui, si le lycée professionnel privé s'est appelé Clovis-Hugues, c'est parce qu'il était dans la rue Clovis-Hugues. Oui, mais voilà. ça montre aussi la méconnaissance de Clovis-Hugues. Complètement, absolument. Et j'espère bien faire une réunion dans ce lycée pour leur expliquer. Concernant la méconnaissance de Clovis-Hugues, je me demande si à la même époque, il n'y a pas Victor Gélu, qui est encore bien connu aujourd'hui, qui était poète mais beaucoup plus modéré, lui a pas ravi dans certains milieux la notoriété, je ne sais pas. C'est une question que je pose, mais je n'ai pas de réponse. Là, je ne peux pas trop répondre, je ne connais pas trop. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans l'école de Mistral, à Librige, où Clovis-Hugues occupe quand même un titre, il est majoral. Il a été ami majoral. Mais
les conditions dans lesquelles il a été accepté comme majoral par Mistral, bon, c'est apparu un peu suspect. Et même Iso le développe, il dit il est probable que Mistral, qui est un conservateur, c'est pas dire que c'est un homme de gauche, c'est qu'on puisse dire, a voulu rougir le Félibrige. Parce qu'on lui reprochait à chaque désignation d'un responsable il y avait la presse qui savait dire oui, ça y est, c'est encore un conservateur, voire même des monarchistes, là, qui peut le Félibrige pour promouvoir la langue provençale. Bon, il y avait ce côté-là. Mais le Bissu, lui, voulait absolument écrire en provençal. C'était pour lui une question personnelle et je veux dire familiale. Il disait, moi j'écris en provençal aussi, pas qu'en français, j'écris en provençal parce que c'est la seule langue que ma mère peut lire, peut comprendre. Hein, il avait cette fibre-là. Donc quand Mistral lui propose d'entrer au Félibrige, et en plus d'être majoral, il accepte tout de suite. Mais par contre, tous les autres autour, on lui vouait une haine, et politique, et probablement aussi du titre. Et donc, ce sera peut-être le seul majoral du Félibrige qui n'aura pas de catalogue au Félibrige. Il aura juste sa statue dans l'allée du Félibrige à Sceaux. Hein, si vous venez à Paris, toujours c'est une belle statue dans l'allée du Félibrige, dans le parc de Sceaux. Mais personne ne publiera ces documents. Donc ça veut dire qu'il y a une hostilité quelque part. Parce que l'intérêt d'être en Félibrige, c'est d'être publié et d'en tirer quand même des ressources. Parce que quand il n'est plus député, quand il ne peut plus se représenter pour des raisons de santé, il n'a plus un sou. Il ne compte que sur ses écrits. Et il va être dans la dèche. Hein. Heureusement que sa femme est sculptrice, qu'il a des amis à Embrun, mais il va souffrir. Il va de nouveau manger ce qu'il a appelé sa vache enragée. Voilà. Il y avait une question. Oui. Moi, je voulais savoir, que Bissu, il s'engage dans... Enfin, il devient membre du Parti ouvrier, mais est-ce que lui-même, il a été ouvrier avant? Parce qu'entre la fin du séminaire et sa carrière politique, Non. Il n'a pas été ouvrier. Il a été commis, alors on peut dire ouvrier, c'est dans un journal. Il a d'abord été, en sortant du petit séminaire, il a travaillé dans une sorte d'étude de surveillance pour une école religieuse. À la créneau, quelqu'un l'aimait bien, il lui dit tiens, tu as trouvé du boulot, tu vas gagner un peu de sous. Et ensuite, il trouve un emploi de commis. Alors le commis, c'est pire que l'ouvrier. Hein. Lui, c'est le larbin, dans le journal de Gustave Naquet. Mais très vite, Gustave Naquet va lui donner sa chance et va l'embaucher comme journaliste, comme rédacteur dans un premier temps. Ensuite, il aura une rubrique qu'il appelle sa petite muse, une rubrique régulière dans le journal. Et voilà. Mais il ne sera pas ouvrier. Mais la notion d'ouvrier, à ce moment-là, c'est une notion politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle le Parti ouvrier. Le Parti ouvrier au début, ensuite Parti ouvrier français, et ensuite, ça s'appellera la section française de l'Internationale ouvrière. Le mot ouvrier est au sens politique, c'est-à-dire la détermination de classe. Voilà. Et il en est fier, même s'il n'est pas ouvrier. Bon, que le président de l'Assemblée, à l'époque de la Chambre, ne comprenne rien à ça, il n'y a rien à... Oui. Et qu'est-ce que faisaient ses parents exactement? De son père, qui est un ancien révolutionnaire de 48, mais professionnellement, il sort de quel milieu? On a le milieu, le contexte politique, familial, mais... Il était ouvrier meunier. Il était ouvrier meunier. Il avait une minoterie, par la suite, il a été propriétaire de son moulin. Il a pu le racheter, donc il était peut-être artisan. Mais c'est une famille qui s'est sacrifiée au Neuvaine. C'est-à-dire que quand il est sorti de prison, il voulait absolument publier, ne serait-ce que pour manger, pour se nourrir, ses poèmes de prison. Il avait 4 ans pour écrire, il a
beaucoup écrit. Donc il s'est dit, je vais publier, etc. Mais au début, c'est pas aussi simple. Pour publier, il faut attendre de voir combien on vend de bouquins, on vend de poèmes. Et donc les parents ont accepté de vendre le moulin pour lui donner cette chance de... Oui. Comme beaucoup de parents, quand ils peuvent le faire. Oui, vas-y. Ouais, juste une question un peu vague, excusez-moi, mais après la guerre avec la Prusse, je me demandais un petit peu quelle était son état d'esprit. Est-ce qu'il était dans un état d'esprit de réconciliation entre les peuples ou à l'inverse? Oui, parce que c'est quand même une période très, très violente. Voilà, donc je me posais cette question. Comment ils voyaient la suite des relations entre les deux pays qui venaient de se faire la guerre entre eux Alors, comme la plupart des socialistes, ils n'étaient pas revanchards. Donc ça, c'est clair qu'il y a une césure entre les socialistes et puis les autres. Par exemple, les radicaux, les républicains radicaux, certains n'étaient pas revanchards, mais beaucoup étaient revanchards. Et de plus en plus on avançait dans les tensions, ils devenaient revanchards. Mais chez les socialistes, non, on maintenait un cap. Alors, le problème, c'est que ce cap, il n'a pas pu le maintenir longtemps, puisqu'il est mort. Mais sa détermination, c'était surtout pas se situer sur le terrain. N'oublions pas l'Alsace et la Lorraine, allons-y, allez-y les petits gars, il faut y aller, je sais pas quoi, et saisir toutes les occasions, parce que ça ne va pas manquer, les occasions de tension. Dès 1898, il y a les premières tensions contre l'Angleterre, hein, c'est l'affaire de Fachoda. Et puis ensuite, contre le... Non, il va garder ce truc. Mais à un moment, il va rentrer en conflit avec le responsable, un des responsables socialistes, qui s'appelle André, et qui, lui, va préconiser quelque chose, y compris, il va essayer de défendre cette idée à la Chambre, c'est s'il y a une grève, s'il y a une guerre, il faut déclencher la grève des réservistes. Ça lui a semblé saugrenu comme histoire, parce que la grève des réservistes, qu'est-ce qu'ils sont ça? Comment on fait? Ça veut dire quoi? Parce que s'il y a une guerre, c'est la loi martiale qui s'applique. Alors le moindre réserviste qui dit non, il est au trou. Encore, c'est gentil. Voilà. Donc, ils ne voyaient pas trop le sens. Et il y a un débat là-dessus. Ça, c'est intéressant aussi sur la façon dont ça fonctionnait. Il y a des accords de fond entre deux députés sur ce mot d'ordre. Et la première, la une de l'humanité, eh bien, il y a les deux points de vue qui s'expriment. Personne ne tranche. Voilà, il y a un débat. Bon, après, l'humanité ne fonctionnait pas comme ça. Ça a changé. Le mode de dialogue, elle était un peu modifiée. Mais ça voulait dire que, effectivement, l'humanité avait ce caractère, fondé par Jaurès, avait ce caractère de tribune libre. On pouvait s'engueuler, et je suis sûr qu'ils s'engueulaient, hein, à la une entre socialistes sur des questions importantes, hein, qui sont la guerre. Et lui, il dit non, on ne peut pas avancer ce mot d'ordre. Bon, il ne dit pas trop. Bon, il est, comme certains socialistes, et Jaurès l'était aussi, comme ça, il dit il faut faire attention. Il ne faut pas que, au nom d'un certain discours sur la guerre, qu'on montre, qu'on donne l'impression qu'on n'est pas patriote. On est pour défendre notre pays, bien sûr. Donc, voilà. Mais en même temps, il faut faire attention. Le patriotisme, ça ne doit pas être le nationalisme. Hein, la césure, et Jaurès avait tranché le débat là-dessus. Il avait dit un peu d'internationalisme nous rapproche de la patrie, nous éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme, etc., nous rapproche de la patrie. Hein, ça de mémoire. Donc il avait un peu donné il était d'accord avec ça. Il était internationaliste, donc pour la fraternité entre les peuples, mais il ne voulait pas porter il ne voulait pas se présenter comme considérant que le patriotisme devait être condamné, alors que certains étaient un peu sur cette ligne. Le patriotisme et le nationalisme, c'est la même chose. Non, il disait non. Voilà. Alors, juste un instant, je vais te donner la parole. De combien de temps disposons-nous au total? On a la salle jusqu'à 13h, mais avant de se séparer, il faut qu'on prenne le pot de la nuit. Ah ouais, merci. Merci. Bonne idée. Surtout que je suis venue que pour ça. Ce serait dommage.
donc vraiment une question peut-être un peu plus personnelle. Je sais tout l'intérêt que tu portes au mouvement ouvrier et j'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressé et pourquoi tout ce travail, plus particulièrement sur Clovis Hugues. En dehors de la rencontre que tu as fait à Marseille, qu'est-ce qui a déclenché ce travail? Comme Eric l'a expliqué, j'étais prof dans un lycée du 19e arrondissement, le lycée Bergson, avant de prendre ma retraite. Et avant même d'être prof dans ce lycée, j'étais prof à Nanterre, mais j'ai toujours habité presque toujours, en tout cas une grande partie de mon existence, dans le 19e. Donc j'ai traversé régulièrement ce parc, on peut dire dès l'âge de 10 ans, avec ma grand-mère. Et j'ai croisé ce buste. Bon, à 10 ans, tu ne poses pas la question, bon, c'est qui ce buste, c'est qui va jouer, etc. Mais adulte, je me suis posé la question, on en discutait avec d'autres profs, et on avait admis l'idée que, puisque le buste ne disait que Clovis Hugues, et la date de vie et de mort, 1851-1907, c'est tout. Alors on disait, ben, c'est probablement l'un des paysagistes des buts de Chaumont, parce que juste à côté, juste à côté, il y a une allée, qui est l'allée des gens qui ont techniquement mis en place le but de Chaumont sous les ordres du baron Haussmann. Ça fait partie des constructions sous Haussmann, et Alphand, le grand jardinier de Haussmann, a son allée tout près. On dit, ben, c'est peut-être, on ne sait pas, Alphand, parce qu'on sait un peu quelle tête il avait, Alphand. Mais je me dis, c'est peut-être un autre. Donc pendant des années, j'ai pensé ça, et puis je ne me suis pas trop posé la question. Et puis il y a eu cet épisode, où je ne vais pas relater, j'arrive à Marseille, il y a moins de 10 ans, j'arrive à Marseille avec mon petit-fils, et c'est là que je dis, non, c'est pas, c'est un communard. Donc je me dis, bon, ok, ben oui, il faudra revoir les choses, il faudra revoir les choses, c'est un communard. Et il y a eu, bon, j'avais notre chat à fouetter sur le moment, et puis il y a eu ce 150e anniversaire de la commune. Et c'est en fait ça qui a déclenché l'intérêt que j'ai mis à écrire, à chercher, à travailler, puisque avec des amis, plusieurs partis, on a constitué une sorte de collectif pour organiser une déambulation dans les buts de Chaumont à l'occasion de la Commune de Paris, du 150e anniversaire. Et ben, je dis, moi je veux bien dire quelques mots sur Clovis Hugues. Et c'est là que, bon, voilà, donc comment les choses... Alors bien sûr, il y a cet aspect, on peut dire, de l'occasion, hein, des rencontres, hein, et bon, puis des hasards. Hein, et puis, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là j'ai retrouvé un vieux copain qui a accepté de faire la préface, Michel Sidorov, qui aujourd'hui est le président de la Libre Pensée de Paris. Donc les hasards ont été quand même assez importants dans cette affaire, de retrouver un copain qui accepte de faire la préface du bouquin, et qui maintenant m'accompagne dans toutes les... Je ne pouvais pas venir aujourd'hui à Marseille, mais il sera à Embrun quand on fera le... Et si vous voulez voir ce joli village d'Embrun, ce sera peut-être là. Vous verrez, chacun. Vous aurez peut-être la même présentation, parce que bon, je ne suis pas sûr de changer les jours. Mais par contre, il y aura des poèmes lus devant la statue de Clovis Hugues à Embrun. Voilà, c'est déjà Sidorov qui est chargé. Il y avait d'autres questions. Oui, moi c'était juste sur... je ne connais pas l'histoire de la grève de Decazeville, donc je voulais savoir un petit peu ce que c'était. Alors, la grève de Decazeville, ça se passe à un moment où tous les salaires sont réduits. Et surtout où on supprime des tâches qui étaient attribuées à des vieux travailleurs. Alors, ce sont des mineurs, hein, je précise, ce sont des mineurs. Et l'organisation de la mine fait que, bon, tout le monde a toujours du boulot, hein, parce qu'il n'y a pas de retraite. Les mineurs vont avoir quand même un petit régime. Mais bon, c'était tout juste pour les 6 mois. Hein, c'était là. Et donc les vieux travailleurs, on leur supprimait leur créneau pour survivre, créneau de travail, et on les remplaçait par des jeunes qui gagnaient beaucoup moins. Donc globalement, il y a une baisse de salaire énorme dans toutes les mines. Hein,
dire, dans tout le monde ouvrier. Parce que la première crise économique, bon, ce que je développe dans le livre, je ne vais pas vous développer là, pour faire acheter le livre, bien sûr, et cette crise économique de l'Union générale, eh bien, va provoquer des baisses des prix. Hein, et donc, ces baisses de prix vont se répercuter par des baisses de salaire, par une exploitation très importante. Alors là, il y a une réaction. Les ouvriers, pourtant, ils n'ont pas de syndicat, ils n'ont pas encore constitué de syndicat. Ils décident de se mettre en grève, d'arrêter le travail. Bon, ils savent qu'ils sont engagés dans une grève dure. Et puis, il y a ce patron qui s'appelle Vatrin. C'est pas vraiment le patron, c'est le directeur. Hein, c'est le directeur de l'usine, qui est odieux, qui est absolument un personnage, un salaud, quoi. Il insulte les grévistes, ils défendent leur vie. Et alors là, la colère monte, et lui, il va se réfugier dans un bâtiment, parce qu'il sent que, oh là là, il était trop loin, alors là, c'est trop tard. Quelqu'un le prend et le défenestre. Et c'est ça qui a créé une situation un peu compliquée, parce que là, c'est une affaire pénale. Hein. Donc il faut chercher les coupables, il faut chercher qui, quoi, qu'est-ce, et tous ceux qui vont défendre les ouvriers de Decazeville vont être complices d'un meurtre. Hein. C'est très très compliqué. Mais lui, ça ne le démonte pas. Il se dit solidaire de ceux de Decazeville, il les défend à l'Assemblée contre ceux qui vont baver. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est cette grève qui va l'amener à se démarquer des radicaux. Parce que là, les radicaux ont montré leur mépris de classe. Il n'est pas question de soutenir la grève de Decazeville. En plus, ils ont tué un mec. Voilà. Et puis, les lois sociales, non. Donc, il va prendre ses distances avec les radicaux et dire qu'il faut construire un parti socialiste fort, ouvrier, voilà, sur des bases ouvrières. Et il va monter cette souscription. Bon, il va faire venir Louise Michel, qui va venir dans les meetings, Basli, j'ai parlé tout à l'heure, Camélina. Voilà. Donc ça va créer une ambiance, non seulement à Decazeville, mais dans toutes les usines et dans toutes les mines. À cette époque-là, les mines, c'est pas rien en France. Hein. Toutes les mines de France ont donné de l'argent pour soutenir la grève. C'est pour ça qu'elle a tenu 5 ans, 5 mois, pardon. 5 ans. Et ça a donné quoi au final? Eh bien, ils ont obtenu la réorganisation du travail, de telle sorte que les vieux puissent retrouver un peu de travail, et avec quelques augmentations de salaire. Par contre, ceux qui ont été repérés comme étant ceux qui ont balancé le Vatrin, ils ont écopé de 8 ans de prison. Bon, par la suite, il y a des recours et des amnisties qui vont libérer ceux qui ne sont pas directement celui qui a pris par le paletot le Vatrin. Mais voilà, ceux qui vraiment ont été repérés comme étant à l'origine du meurtre, enfin, de la mort du pauvre Vatrin, vont quand même écoper. Mais sur le plan de la grève, c'est pas une défaite. Il y a un compromis qui est signé. Alors, pour la petite histoire, il y a un compromis qui est signé et il y a un phénomène. Il y avait un phénomène. Alors pourquoi il est signé au bout de 7 mois? Parce qu'il y a un phénomène de solidarité avec les soldats qui commençait à se faire. C'est dangereux. C'est une fraternisation. Et dans cette fraternisation, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'unité qui était sur place était commandée par Boulanger. Voilà. Voilà. Peut-être ce qui explique un peu le fait que Clovis Hugues considérait plutôt de façon sympathique le personnage.